Bienvenue dans Makerside, le podcast des salariés qui entreprennent grâce au Side Project. Comment et pourquoi ils se sont lancés en parallèle de leur job? Pour chaque invité, on va explorer en détail son projet pour comprendre ses réussites, ses galères et ce qu'il a prévu pour la suite. Le but de tout ça, aider d'autres salariés à se lancer en parallèle de leur job. Je m'appelle Amine Boissoun et je suis le cofondateur de 10 000heures.fr, le média des salariés qui entreprennent. Pour rejoindre la communauté des créateurs de Side Project, rendez-vous sur samedi.club. Salut, bienvenue dans le podcast Makerside. Je sais, c'est pas la voix habituelle qui présente d'habitude, c'est Martin du podcast Indie Maker. On va vous parler un petit peu, on va faire un épisode un peu différent cette semaine. Donc, c'est moi qui vais interviewer Amine. Donc, pour vous donner un peu de contexte, moi je suis Martin, j'ai un podcast qui s'appelle Indie Maker où je rencontre des gens qui créent des projets de zéro. Donc, c'est très proche des side projects, mais c'est plutôt des gens qui font ça, qui essayent de faire ça à plein temps. Donc, on avait pas mal discuté avec Amine, on est sur des sujets un peu communs et c'est plutôt cool d'échanger. Donc on espère que vous allez kiffer cet épisode inversé. Et je vais laisser maintenant Amine un petit peu prendre le temps de se présenter et on va pouvoir partir sur ça. Bah écoute, je suis très content de faire cet épisode, de pouvoir inverser un peu. Je pense que c'est un bon échange, quoi. C'est intéressant de pouvoir creuser différents sujets. Et donc, pour me présenter un peu rapidement, je m'appelle Amine Boissoun, j'ai 28 ans. Je suis né et j'ai grandi en banlieue parisienne. Et après plein d'explorations, on va dire, en ce moment, je suis freelance en grosse marketing. Et donc, plus précisément, dans mon cas, j'accompagne des entreprises ou des entrepreneurs à automatiser leurs process. Évidemment, en parallèle de plein de side projects. Yes, ça c'est un des trucs qui nous caractérise bien, c'est qu'on a plein de side projects. Je sais que quand on a préparé l'interview, un des trucs qui t'a beaucoup, je pense, qui t'a beaucoup touché, c'est le fait que finalement t'as fait un petit peu, tu viens de la banlieue, là où t'as grandi, etc. Et tu m'as un peu mis en avant ce côté où c'était pas forcément, t'as pas l'impression que c'est aussi simple partout de se lancer, d'entreprendre, d'avoir le bon mindset. Tu veux qu'on discute un peu de ça? Bah, c'est vrai que, tu vois, typiquement quand tu écoutes un podcast qui parle de start-up ou d'entrepreneuriat, quand tu dis aux gens de se présenter, il y en a même qui osent te dire bah écoute, j'ai fait un parcours classique, j'ai fait prépa, une grande école, et quand tu leur dis pourquoi, ils te disent parce que je savais pas quoi faire, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend moins ici, enfin en tout cas ici en banlieue, quoi. Je dis en banlieue, mais ça peut être aussi dans ce que les Parisiens appellent la province. Ouais. Tu vois, et parce que on n'est pas forcément confronté à ça, on n'est pas forcément au courant de ces choses-là. Moi, quand je savais pas quoi faire, quand j'étais après mon bac, bah j'ai fait plein de choses, quoi. J'ai fait plein de trucs différents et à aucun moment je me suis dit je sais pas quoi faire, je vais faire une école de commerce ou je vais faire une prépa. C'est vrai. Moi, pour te dire la vérité, j'ai appris ce qu'était une école de commerce à 23 ans. Aussi tard, parce que moi, après mon bac, j'ai tenté un BTS informatique que j'ai arrêté au bout d'un an. Ensuite, j'ai été à la fac. Enfin, j'ai fait plein de petits trucs. Ensuite, j'ai travaillé et après, j'ai repris mes études. Et c'est à la fin de mon BTS que là, j'ai commencé à regarder ce que je pouvais faire après un BTS et que j'ai appris un peu ce monde, que j'ai découvert ce monde, un peu des écoles de commerce, des prépas, des concours parallèles, etc. Bon, j'ai pas fait le choix de faire ça, mais en tout cas, je me dis que ça aurait été cool de me prévenir quand même, Ouais. d'être au courant des possibilités qui existent. Et tu penses que ça aurait pu venir de qui? Genre plutôt tes parents, plutôt de l'éducation nationale? Bah, de mes parents, je pense que ça aurait été, ça aurait été compliqué. Moi, je suis le deuxième à avoir le bac dans ma famille et le premier, il est en Algérie. Donc, tu vois, pour te dire que je vais pas forcément avoir dans ma famille les personnes qui vont me dire, bah tiens, tu pourrais faire une prépa ou tiens, tu pourrais faire Ouais. tel cursus. Et c'est ce qui est normal. Enfin, tu vois, il y a pas de souci à ce niveau-là. Mais c'est vrai que
Du coup, bah, c'est peut-être effectivement de l'extérieur que ça aurait pu arriver. Euh, et tu sais, moi, je me rappelle d'avoir feuilleté un peu ces magazines qu'on nous donnait, tu sais, juste avant le bac pour choisir ce que tu veux faire après. Les Et trucs de même en, Parcoursup maintenant, là, c'est ça? voilà, le truc l'ONICEP, là. Ouais. Et, et, et tu vois, on l'avait ce magazine, mais on n'est pas rentré. On nous a présenté directement la fac ou les BTS ou tu vois, ce genre de choses. Et Ouais. même moi, j'avais de mauvais réflexes en vrai, parce que je me rappelle que le premier réflexe que j'ai eu, c'était de regarder ce que la fac à côté de moi proposait. Tu vois, genre, mon réflexe, c'est ça, c'est de me dire, attends, tu Pas sais, j'ai qu'est-ce qui toujours est été mieux genre en pour mode, moi, mais qu'est-ce qui est le plus simple, quoi. voilà, genre le truc, le lycée de secteur, l'école de secteur, tu sais, le truc à côté, tu vois. Donc je regarde et j'ai dû, je pense que j'ai fait mes choix en fonction de ça, un peu, de me dire qu'est-ce qu'il y a à côté, je vais choisir parmi ce qu'il y a à côté, tu vois. Donc c'est un mauvais réflexe, c'est sûr. Mais du coup, bah, j'espère que depuis, il y a des choses qui évoluent. Il y a même des associations aussi qui, qui sont dans ce secteur-là et qui essayent de promouvoir un peu ces différentes filières ou autres, parce que je sais, alors je dis pas moi forcément, hein, je parle pas de moi là, mais je sais que j'avais plein de profils autour de moi bah, qui auraient pu peut-être bénéficier de ce genre de choses. Il y a des exceptions hein, toujours, hein, mais c'est un peu ces exceptions qui confirment la règle. C'est un peu le, je sais qu'il y a eu certaines personnes qui étaient prévenues, tu sais, un peu au cas par cas, tu vois, des possibilités qu'ils pouvaient faire. Mais je pense que si on nous expliquait les règles dès le départ, bah, tu vois, on a peut-être la possibilité de se mettre en condition et de se dire, ok, bah, va falloir Comment on peut peut-être un peu faire? carburer si on veut faire Ouais. tel ou tel cursus. Pour te donner un exemple que vécu dans la même situation, parce que du coup moi j'étais dans la province, pas dans la banlieue, mais c'est le même délire. Et On a du coup les mêmes difficultés. c'est exactement. Et du coup j'ai fait un lycée, une filière technique. Donc en gros tu as plus de sciences, plus de matières appliquées quoi. Mais c'est pas un bac pro, c'était vraiment un bac technique, c'est entre les deux quoi. C'est pas, et à la fin de cette filière, en fait, on faisait beaucoup de sciences, beaucoup de biologie, beaucoup de microbiologie. Donc, on a de très très bonnes compétences en sciences. Et du coup, on nous dit, bon, ben, qu'est-ce que vous pouvez faire après? Et en fait, il n'y avait que des DUT. Et je dis, mais avec tout ce qu'on a fait en sciences de la vie, etc., on pourrait faire médecine. On dit, non, non, médecine, ça va être trop dur pour vous. Je dis, ah, mais c'est horrible de dire ça aux gens. Genre, ils te Mm, proposent pas médecine. Ils te disent, de toute façon, tu vas pas être capable. Et en mm, fait, dans l'orientation, il y a beaucoup de trucs où on dit, bah non, en fait, on essaie de, vu qu'ils ont des besoins de succès, ils préfèrent te donner un truc plus simple, parce que tu as plus de chances d'y arriver, plutôt que de pousser les gens à devenir exceptionnels comme ils pourraient, tu vois. Mais mm. du coup, ça fait des trucs un peu tristes où j'ai dit, je veux faire médecine, moi, quand même. On m'a dit, bah t'es complètement con, et n'y va pas. Et genre, ils ont limite essayé de forcer pour pas que ça marche, quoi. Moi, j'ai dit, si, je vais faire ça. Bon, ça a quand même pas marché, ils avaient raison. Mais c'est con de forcer autant, tu vois. Faut laisser je Ouais, pense que si tu laisses les gens rêver, et c'est comme ça qu'ils arrivent à réaliser des choses, pas en leur disant, tu vas être juste médiocre et c'est tout, quoi. ouais, et puis j'ai envie de dire, ça fait partie du voyage aussi, parce que même quand tu te prépares à faire certaines études, ou même si tu fais comme moi, par exemple, j'ai fait quelques études où en fait j'ai commencé et j'ai arrêté, et Ouais, ben rien que ces expériences-là, elles sont super enrichissantes. Tu vois, j'ai commencé un BTS informatique, ensuite j'étais à la fac et j'ai fait quelques mois, on va dire, de licence cinéma. Et ben tu vois, c'est quand même des choses que je réutilise j'allais pas dire au quotidien, mais c'est quand même des notions et des choses qui sont intéressantes et qui me permettent de dire, ah oui, je connais un petit peu tel sujet, tu vois. oui, non, enfin, franchement, oui, je suis convaincu, et encore plus convaincu, parce que si tu dis à quelqu'un, de toute façon, tu pourras pas faire médecine alors qu'il en rêve, tu détruis son rêve et toute sa vie il va regretter son rêve, alors que s'il faut, il n'était Mm. pas capable, hein, ou il aurait pas aimé. Mais si tu le laisses essayer, comme ça, il aura choisi par soi-même, il dit, bon, ok, c'était pas pour moi. Mm. C'est mieux, je pense. C'est même plus sain. Et en plus de l'expérience qu'il va acquérir, de savoir un peu plus ce qu'il veut dans la vie. Moi, je suis à la médecine, au bout de 2 semaines, j'ai compris que c'était pas pour moi, hein, parce que il fallait étudier 8 heures par jour et faire 4 heures de taf de merde là où t'allais à l'école, c'était pourri. Je me suis dit, jamais de la vie, je ferais ça. Mais du coup, je trouvais, Ouais. j'avais quand même envie d'étudier certaines choses, donc ça m'a permis
pas juste me conformer à un truc et me dire, ok, je vais que faire un DUT parce que de toute façon, je suis allé dans une voie qui donnait peu de chance, quoi. Ça, c'était horrible. Pendant un moment, je me suis senti genre en prison, tu vois. Ouais, c'est pas évident, tous ces sujets d'orientation et tout. Finalement, après tout ça a été quoi la fin de ton parcours scolaire? T'as dit t'as repris tes études pour faire quoi à la fin? Enfin, 3 ans après, j'ai repris mes études. J'ai fait un BTS communication en alternance pendant 2 ans. Ensuite, j'ai fait le wagon pendant Yes. les 2 mois d'été. Donc une formation de développeur, une formation courte de développeur web. Après les 2 mois d'été de wagon, j'ai enchaîné sur un bachelor web marketing à Éthique, en alternance à l'atelier BNP Paribas. Donc. Et, euh, et du coup, j'avais fait le wagon justement parce que je voulais faire ce qui émergeait à l'époque, qui était du gros hacking. Et il fallait un peu cette compétence. En tout cas, je me disais qu'il fallait que j'ai cette compétence technique, tu vois, pour être autonome, aller automatiser des choses, bidouiller des API, etc. Ah, clairement, c'est Et mieux. ouais, c'était pour être plus autonome, quoi, on va dire. Donc, superbe expérience. Et après, du coup, se pose la question du master, où tu as des gens qui te disent bah non, ça y est, c'est fini, maintenant, tu n'as plus besoin de diplôme, tu peux t'en sortir sans, etc. Bon, tous ces gens qui te disent ça ont un bac plus 5. Mais, et du coup, non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est c'est vrai. Et du coup, bah, moi, comme en plus, je viens bah, d'une famille où c'est un peu, tu vois, un peu un but, tu vois, d'avoir un bac plus 5, te dire, bah, au moins, tu vois, moi j'étais parti du principe que tout ce que je peux avoir, c'est encore une possibilité de plus d'avoir des opportunités intéressantes, tu vois. Oui, C'est tu pour ça que j'ai débloques fait des nouveaux bonus, c'est ça. exactement, ma vie c'est un jeu vidéo, c'est des badges. Mais c'est vraiment ça, hein. C'est j'ai fait tous les petits trucs qui permettent d'aller chercher des badges et de dire, ah, il a fait ça en plus, ah, lui, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, tu vois. Et du coup, bah, je me pose la question de faire un master et je me dis, est-ce que je suis prêt à repartir pour 2 ans d'alternance, sachant que ça fait déjà un moment que j'ai eu mon bac, sachant que j'ai déjà fait 3 ans d'alternance. Et là, je négocie avec l'école et je leur dis, est-ce que c'est possible de faire mon master en alternance, mais en étant en alternance dans ma propre structure. C'est-à-dire d'avoir donc 3 semaines où je fais du freelance, où je monte mes projets et une semaine de cours. Ouais. Et ils me disent, c'est possible, mais il faudra payer. Enfin, ce qui est normal, tu vois, parce que quand tu es en alternance, c'est des organismes qui payent l'école. Et sauf que là, bah, c'est à toi de payer. Donc du coup, je dis L'école. OK. Ouais, mais je dis OK. Et franchement, c'est une des mes meilleures décisions. À ce moment-là, j'avais un side project justement qui était Tribly, un outil d'employee advocacy, qui était un SaaS que j'avais développé. Et du coup, bah, je passe 2 ans assez cool où je développe plein de projets parallèles, plein de, plein de missions aussi, en fait. Et j'ai toujours ce challenge de me dire, OK, Amine, il faut que tu arrives à faire de l'argent pour vivre, payer tout ce que tu as à payer, vivre, manger, etc. Et payer l'école. C'était combien Tu vois. l'école? Je crois que c'était 9 000 euros l'année. Et du coup, bah, j'ai réussi, j'ai fini. Donc belle expérience. Et franchement, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont l'occasion de faire ce genre de format, bah, n'hésitez pas, parce que c'est pas quelque chose que tu vois affiché sur le site web de l'école. C'est des choses qu'il faut oser demander et aller chercher. Clairement. Faut pas avoir peur de forcer un peu le destin même des fois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bah ouais, c'est découvrir des opportunités. Ouais. Ce qui fait que petit à petit, tu t'intéresses à des sujets, tu creuses le sujet. Moi, des fois, je peux passer bah, des jours à explorer un sujet, à regarder. Je commençais par la page Wikipédia, à regarder les interviews qui parlent de ce sujet-là et essayer de le comprendre, pas forcément de monter un business dessus, mais tu vois, au moins de s'en intéresser et de voir de quoi ça parle, quoi. Je suis plutôt d'accord avec toi. C'est un des trucs que je cherche quand je fais mes projets, c'est d'avoir cette liberté-là, tu vois. Je dis souvent dans le podcast, en vrai, si je fais ce que je fais, c'est pour un moment pouvoir me dire, tiens, je trouve la poterie cool, je vais en faire pendant 2 semaines et c'est tout. Hmm. Tu vois, je vais juste Ouais. focus ce truc-là pendant 2 semaines.
un peu pour ça Carrément, parce que tu vois, même en fait, le vrai sujet aussi qui me permet un peu de concrétiser un peu justement ce fait de creuser le sujet et de l'explorer, bah, c'est les side projects. Ouais, Tu vois, à chaque fois que je m'intéresse à un sujet, bah, parfois ça peut déboucher sur un side project, et en fait ce side project va m'amener à rencontrer des gens, va m'amener à faire des choses, à exposer ces choses-là, et c'est ce qui va m'amener sur encore d'autres choses comme ça, tu vois, et avancer comme ça au fur et à mesure. Et, euh, et en fait, tu vois, le side project, ça te donne un cadre pour faire ça, tu vois. Parce que quand t'as pas matérialisé un peu cette exploration, tu vois, tu sais pas vraiment ce que c'est, et même autour de toi, on comprend pas pourquoi est-ce que tu t'intéresses à ce sujet alors que ton métier c'est de faire ça, tu vois, ouais. que t'as un métier, ça y est, t'es censé faire Tu ça. devrais faire que ça. Voilà pourquoi tu t'intéresses à un truc qui n'a rien à voir avec ce que tu fais. Et quand tu le matérialises, tu dis, bah écoute, ça c'est mon side project. Et d'ailleurs, moi, ma définition un peu du side project, ou en tout cas, comment est-ce que Ça va être ma je le question. vois, T'es trop fort. bah tiens, je vais y répondre à la question que je pose dans certains épisodes, qui est de savoir qu'est-ce qu'un side project. Pour moi, c'est un peu un... Tu vois, quand t'es enfant, t'as une activité extrascolaire. Ouais, T'as un truc qui est en dehors de l'école, tu vois, que tu fais à plein temps, et c'est ton moment dans lequel tu peux faire des choses, explorer un sujet. Et en fait, je trouve que quand tu es adulte, tu perds cette activité extrascolaire, tu vois. ah ouais, c'est sûr. Euh, pour certains, il y en a, on va garder le sport, etc. Mais il n'y a pas ce truc où tu creuses un sujet qui va t'intéresser. Et tu vois, c'est comme quand tu es enfant. Quand tu es enfant, tu fais une activité. Bon, bah, si cette activité te plaît et que tu deviens bon dans ce sujet, peut-être que tu peux en faire ton métier. Tu vois, que ce soit du sport ou que ce soit un atelier de robotique, de Lego, peu importe. Et ben en fait, quand tu es adulte aussi, parce qu'en fait, tu fais un side project, tu développes ce sujet-là, soit tu développes la capacité de devenir employé sur ce sujet-là et donc de changer de job, ou soit pourquoi pas de monter une boîte en Qui lien avec suit. ce side project, tu vois. Et c'est pas forcément la finalité d'ailleurs, hein. Tu peux juste vouloir t'amuser sur ce projet, euh, euh, faire celui-ci pendant 2 semaines, arrêter, passer à autre chose, sans devoir culpabiliser, de se dire ah j'ai fait ça et j'ai arrêté, je suis passé à autre chose, tu vois. J'ai souvent eu le retour, moi, des gens qui faisaient des side projets, c'est qu'en fait, ils trouvent qu'ils passent pas assez de temps dessus, ils y finissent vraiment pas trop parce qu'ils ne dédient pas assez de temps. C'est quoi un petit peu toi, ta vision là-dessus? Moi, ma vision, c'est que l'entrepreneuriat et les side projects, encore une fois, c'est un peu comme un jeu vidéo. Et en fait, quand tu fais un nouveau projet, c'est comme si tu recommençais. Mais en fait, plus tu vas avancer, plus tu vas arriver. Et je crois qu'on en avait parlé ensemble. C'est un espèce de Mm. checkpoint où tu vois, dans un projet, il y a différentes étapes. Tu as l'étape où tu vas réfléchir à une idée. Il y en a qui vont rester longtemps à cette étape parce qu'en fait, ils ont une idée, ils veulent la garder en tête et bien préparée, etc. Il y en a qui vont passer à l'étape où je vais en parler autour de moi, je vais développer, je vais créer un site sur le sujet, je vais aller chercher des clients, je vais aller vendre, etc. Et tout ça, c'est des espèces de checkpoints. Et en fait, pour moi, à chaque fois que tu arrêtes, et ben en fait, tu es capable de retourner à ce checkpoint-là. Pour moi, ça veut dire que, ok, tu es arrivé jusque-là, bah, c'est pas grave, parce que la prochaine fois que tu recommenceras un projet, tu feras mieux jusqu'à cette étape-là. Et c'est à partir de cette étape-là que tu iras explorer encore un nouveau sujet. C'est-à-dire que tu as plein de projets, tu as plein de gens qui vont faire des projets et qui vont pas arriver peut-être à l'étape de monétisation ou de vente. Bah, c'est pas grave, parce qu'à chaque fois, ils vont s'améliorer dans les premières étapes qu'ils ont fait jusque-là. Je Et pense, à chaque fois, tu avances et tu recommences. il y a une bonne image pour illustrer le propos que tu dis là. Je sais pas si tu as déjà vu, mais je pense que les gens qui nous écoutent auront déjà vu des films un peu genre Indiana Jones, où quand ils vont dans la jungle, etc. Tu sais, donc ils prennent leur petite machette et ils commencent à couper et ils traversent la jungle comme ça. Et en fait, c'est vachement dur pour avancer, faire 100 mètres, tu mets 4 heures parce que ben, tu coupes des feuilles, tu coupes des feuilles, tu coupes des feuilles. Mais en vrai, si tu te retournes et que tu veux retourner en arrière, le chemin est déjà fait et quand tu veux revenir là où tu en étais, ben, c'est super Mm. rapide aussi parce que le chemin est toujours fait, quoi. Donc, même si ça va être long, parce C'est qu'il y a de la clairement. distance, t'as quand même Mm. débroussaillé, quoi. Et je pense que c'est un peu ce que tu dis,
c'est que toutes les étapes d'avant, bah, du coup, faire une landing, faire la première phase du projet, essayer d'en parler à des gens, tout ça, bah, tu te seras heurté à plein de trucs qui sont ultra durs au début parce que c'est la première fois. Mais après, quand c'est la deuxième, la X fois que tu le fais, bah, c'est euh, infiniment plus simple. Même si ça reste dur, c'est quand même la barrière à l'entrée, t'en as plus, quoi, tu l'as déjà cassé. Est-ce que tu veux qu'on aborde un petit projet que tu as fait? Ouais, bah, il y en a un d'ailleurs, c'était au lycée. Je vendais des t-shirts. C'est un de mes premiers projets, tu vois, où en fait, avec des gens de mon quartier, on avait pris les initiales de chaque membre, enfin chaque personne qui était là, présent ce jour-là, et on avait fait une marque, en fait, enfin une marque. Tu sais, on a pris des t-shirts, on les a floqués, À et Decathlon. voilà, enfin ouais, enfin j'avais regardé sur internet, etc. Et j'avais trouvé un prestat pour faire ça. Ouais. Et d'ailleurs, tu vois, dans cette idée de pas finir les choses, etc. Eh ben, je me souviens que j'ai arrêté de vendre le jour où j'ai remboursé ce que ça m'a coûté. Ah ouais, Je me suis arrêté là. Genre, j'ai fait des t-shirts, c'était bien. je les ai vendus, et en fait, je les ai vendus jusqu'au moment où ça paye le prestat, quoi. Et D'accord. après, tu as une espèce de flemme de continuer, de machin et tout. Et du coup, je me suis retrouvé avec je pense, des dizaines de t-shirts, tu vois. Parce que j'avais été jusque-là, tu vois. Et cette histoire de checkpoint, et ben du coup, j'étais content, tu vois. J'avais fait ce projet-là, j'avais vendu. Pour moi, c'était cool, quoi. Tu vois. Mm. Donc ça, c'était un de mes premiers projets. J'ai eu d'autres projets et, bon, voilà, je faisais plein de petites choses. Par exemple, je faisais des clips vidéo. Tu vois, ça, c'est pas vraiment. Enfin, ouais, je faisais des clips vidéo, par exemple. Tu vois, je m'étais acheté une caméra Mm. et je faisais des clips Sur pour de la les musique? gens. Ouais, sur de la musique. Je Ok. faisais des petits clips de rap pour des rappeurs ou des chanteurs, que ce soit dans ma ville ou aux alentours, tu vois. C'est des petites Et choses comme pourquoi, ça que. pourquoi tu penses que c'est pas de l'entrepreneuriat, ça? Non, tu vois, En fait, je pense qu'à ce moment-là, je le qualifiais pas tant que tel, tu vois. Oui, ça Euh, c'est sûr. bon, pour Je moi, rends tu pas vois, compte que d'entrepreneur. je te disais, j'aimais toujours faire des choses. C'est-à-dire faire quelque chose. Pour moi, j'étais en train de faire quelque chose, tu vois. C'était le plus important. Et en l'occurrence, à ce moment-là, c'était là. Mais ensuite, après, bah, j'ai découvert, je pense, euh, les opportunités qu'on voit aujourd'hui, que ce soit de découvrir un peu cet univers entrepreneuriat en mode euh, start-up, en mode entrepreneuriat qu'on peut faire sur le web, tu vois, avec différents sujets. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets-là. D'accord, ouais. À un moment, j'ai développé un blog sur les objets connectés, par exemple. Et tu vois, ça, c'était mon premier projet. Tu vois, en fait, souvent, les projets m'ont permis d'apprendre des compétences et m'ont permis de mettre en pratique certaines choses. Je sais que ce projet-là, par exemple, ça m'a permis de mettre la main sur WordPress, tu vois, Il existe d'installer un toujours WordPress. ce blog? Non, il n'existe plus. Mince. Je t'aurais dit, tu vas mettre la description, le lien en description. Ça va être bien pour les Ouais, auditeurs de voir un peu comment tu as commencé, tu vois. C'est important ouais, de se rendre compte qu'il n'y a pas de. Tu vois, même si le truc a vieilli et qu'il n'y a pas forcément de honte que tu commences les choses et qu'il faut mieux faire mal que essayer de. Et du coup, de pas d'avoir peur de faire, quoi. ouais. Ouais, bah, c'est ça. Bah, tu vois, par exemple, ce type de projet, il y a deux manières de le faire. Soit tu le prépares pendant des années et tu te dis, je vais lancer un média sur les objets connectés. Pour Ouais. ça, il faudrait que j'ai des vidéos, que j'ai un podcast, que j'ai des articles. Il faut au moins que j'ai 30 articles avant de lancer. Ou soit tu lances et tu lances tout de suite avec la première chose que tu as sur la main. Ça peut être la description, un article pour essayer, etc. Et je pense que beaucoup de gens se disent qu'il faut que ça soit parfait avant de lancer, tu vois, la fameuse phrase et que si tu n'as pas honte de ton produit, c'est que tu l'as lancé trop tard. Et tu vois, vaut mieux faire et ensuite de voir ce que ça donne et d'améliorer en cours de route, tu vois. Parce qu'en vrai, les gens pensent enfin, pensent au regard des autres, se dire oui, mais les gens ils vont voir ça, mais en vrai, personne va voir ça. Tu vois, mon article sur les objets connectés, même si je lance le premier, que le thème du site n'est pas incroyable, qu'il n'y a pas toutes les fonctionnalités, c'est pas grave en vrai.
Ouais. L'idée, c'est de lancer et d'améliorer au fur et à mesure. Et je pense que ça bloque plein de gens à se lancer. Oui, alors qu'en vrai, c'est une connerie parce que si tu fais un truc pourri et, et que c'est factuellement pourri et qu'il y a quelqu'un qui le trouve et qui te dit que c'est pourri, ça veut dire qu'il est allé quand même tout lire, qu'il a quand Ouais, même ça trouvé suffisamment intéressant pour venir te faire la marque et te dire franchement, tu aurais pu faire mieux parce qu'il attendait mieux. Donc, ça veut dire que déjà, tu fais pas un truc dans le vent, il y a de la demande et après, tu as juste à t'améliorer. Et c'est pas grave, tu lui ouais. dis désolé, je vais essayer de faire mieux et c'est ok. Et personne ne va mourir. Mais il y a beaucoup de gens qui ont du mal, ils croient que s'ils ont fait un truc mal, sur Internet, il y aura marqué leur nom avec leur adresse email et plus personne pourra. Tu sais, il y a une blacklist. Ouais, mais ça bloque pas mal de gens, hein. Ah bah oui, oui. Tu sais, les gens vont se dire c'est pas pro, etc. et tout, alors qu'en vrai, tu lances, et en fait, c'est aussi le meilleur moyen de récolter, comme tu le disais, des feedbacks, Ouais. que les gens puissent te donner leur avis et finalement de pas faire n'importe quoi, dans le sens où si tu as une idée en tête, mais que tu penses avoir la meilleure version de ton produit en tête et que tu le lances, si tu attends trop, en fait, tu vas te rendre compte que tu es parti sur une mauvaise piste et du coup, bah, tu perds du temps, quoi. C'est la version parfaite de ton produit pour toi. Mais le problème, Voilà. c'est que si tu veux le vendre, il faut que ça soit pour les autres. C'est ça, c'est ça. Mais c'est pas facile. Alors, en fait, le, je pense que les gens qui souhaitent entreprendre, là, il y a une grosse partie qui est bloquée, tu vois, sur les différentes étapes. Et ben, je pense beaucoup de gens bloquent à la première étape, qui est de lancer la première fois quelque chose. Hmm. Je pense que beaucoup bloquent là-dessus parce que on veut faire tout de suite quelque chose d'incroyable. On veut faire tout de suite quelque chose qui ressemble à des choses qui existent depuis plusieurs années, plusieurs mois. Tu voulais parler aussi d'autres projets. Je pense qu'il y avait Tribly à un moment donné Ouais. qu'on aurait pu aborder, qui est intéressant. C'est quoi un petit peu Tribly? Alors Tribly, c'était un SaaS, donc c'est un logiciel en ligne, quoi, Ouais. euh, qui permettait aux employés d'une startup, enfin d'une boîte, pardon, de publier du contenu. Et en fait, ce contenu, il était proposé par une personne de la boîte, donc un community manager, qui va te pousser du contenu en lien avec la boîte, donc avec déjà un- une description. Par exemple, sur Hmm. LinkedIn, tu vas avoir ton post qui est déjà prêt, avec un lien à partager, etc. Il y avait des boîtes qui l'utilisaient, par exemple, pour annoncer une levée de fonds. Et en gros, le matin, la matinée, il y avait tout le monde qui avait son post qui était prêt. Il suffisait de cliquer sur un bouton et c'était partagé. Et donc pour ça, j'avais utilisé des API des réseaux sociaux pour pouvoir justement connecter les comptes, les relier à une entreprise pour que on puisse t'envoyer une proposition de publication. D'accord. Ouais. Donc voilà pour ce projet-là. C'était Je le pense premier que, SaaS tu que tu as vois, fait? premier SaaS, ouais. Premier SaaS. Je suis parti d'un. Enfin, tu vois, il y a eu des bonnes pratiques et aussi des erreurs qui ont été faites. Je pense qu'on est resté trop longtemps sur le produit. Je pense qu'on n'a pas validé non plus ce besoin pour dire qu'il était indispensable et que les gens étaient prêts à payer pour ça. Euh, mais ça a été quand même une aventure enrichissante. Euh, Tu vois, c'est quand même. On a fait, tu vois, les bonnes pratiques, c'était d'y aller, tu vois. C'était de faire le Hmm. truc. Mais il y a quand même autre chose à faire. Qu'est-ce que tu veux dire par il y a quand même autre chose à faire avant? Bah, valider le besoin, Oui, surtout bah, pour un SaaS. ça, c'est. T'y es allé, mais c'est comment tu y Ouais, vas en fait ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Non, ce que je veux dire quand je dis y aller, c'était pas passer trop de temps à réfléchir au produit, à machin et tout, mais effectivement, normalement, dans y aller, il y a le fait d'aller valider le marché, d'avoir déjà des gens qui sont prêts à payer ou qui ont payé pour ça. Tu vois, on avait fait une bêta, par exemple, où en fait, on avait fait une bêta gratuite et tu vois, par exemple, si c'est à refaire, bah, je refais une bêta payante. Tu vois, c'est un détail, mais en gros, ça te permet de valider que même la bêta, en fait, les gens sont intéressés par la fonctionnalité et ils ont vraiment besoin de ça, tu vois. Euh, Tu vois, c'est des détails, mais c'est des détails que tu découvres, en tout cas que tu confirmes une fois que tu te lances et une fois que tu le fais. Yes. Donc voilà, on a fait ça et puis après, à un moment donné, il fallait se résigner à passer à autre chose. C'était dur de se dire, Vous bah avez mis non, combien de attends, on va temps tenter ça.
Bah, je pense minimum un an. Minimum un an et même peut-être un peu plus. Mais pour moi, c'était beaucoup trop long, quoi. Avec du recul, je me dis que c'était beaucoup trop long. Mais d'ailleurs, c'était moi qui poussais le truc et qui disais mais non, attends, on va rajouter cette fonctionnalité, on va faire ci, on va faire ça. Et en vrai, bah non, en fait, je pense que c'était des choses qu'il fallait refaire, qu'il fallait faire dès le début, quoi. D'accord, ouais. Mais tu penses qu'il y a... Tu vois. Parce que, tu vois, ça, par exemple, c'est un sujet qui revient souvent, c'est que, est-ce que si tu as fait un projet mal, est-ce que tu penses qu'on doit forcément le jeter ou on peut le sauver d'entre les morts? Ça dépend ce que tu as fait de mal, en fait. Tu vois, si, comme nous, le besoin était pas clair, la cible était pas claire, enfin, et que le produit a été fait, mais que ça correspond à rien en face, bah, s'il n'y a pas une autre cible qui pourrait l'utiliser et que tu découvres en cours de route, bah, tu peux rien y faire, quoi. Mais effectivement, moi, je pense qu'il y a des projets que tu peux sauver dans le sens où, déjà, il faut enlever ce que tu as dans la tête par rapport à cette idée. Tu sais, des fois, tu peux avoir des croyances sur une idée, sur un projet, et Mm. te dire, par exemple, non, mais je sais, j'ai développé cet outil pour telle personne, tel type de personne, je sais que c'est eux qui vont l'utiliser, et au final, tu peux te rendre compte que c'est pas du tout, en vrai. Sauf que si tu as tout tourné autour de ça, la landing, les fonctionnalités, etc., bah, en fait, tu es beaucoup trop avancé, mais tu es trop avancé dans l'autre sens. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais, oui, il faut tout il y a des jeter et projets que tu peux recommencer, améliorer. quoi. Ouais, voilà, voilà. Il y a des projets, vaut mieux jeter. Et c'est pour ça que justement, si tu dois jeter des projets, bah, vaut mieux t'en rendre compte assez tôt et vaut mieux ne pas avoir investi des millions d'euros, des milliers d'euros sur ce projet-là, quoi. Parce Ouais, que sinon, ça fait encore plus mal. c'est ça, c'est ça. Mais des fois, j'ai l'impression qu'on a besoin d'apprendre et de se faire mal pendant X temps, tu vois, pendant un an sur le Clairement. projet. Ah, mais clairement. Je pense qu'on a tous les mêmes bases, en tout cas en termes de connaissances sur ce sujet-là. On sait tous ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. On a tous la théorie. Mais en pratique, des fois, c'est même indispensable de passer par ces étapes et de se dire. Et ensuite, ça se trouve, il y a quelqu'un qui va quand même faire ce qu'on ne lui conseille pas de faire aujourd'hui, mais qui dans 6 mois, un an, va dire ah, je comprends mieux en fait ce que j'ai entendu dans le podcast, etc. Et des fois, oui, quand tu réécoutes un contenu qui disait de ne pas faire telle chose et toi, tu te disais mais non, moi je le fais parce que c'est pas pareil ou parce que machin, tu comprends mieux. Ouais. Ça t'est déjà arrivé? Je l'ai vécu et je l'ai déjà aussi, quand je vendais le Startup Studio, il y a des gens qui m'ont dit non, non, mais nous, c'est sûr, ça va. Ouais, je dis ok, mais on va pas pouvoir bosser ensemble, c'est pas grave. Essayez. Je dis pas que vous n'allez pas y arriver, je dis juste que statistiquement, je sais que chez moi, les chances sont pas de ton côté. Après, tu peux baiser les statistiques, tu as le droit. Mais bon, Bien sûr. tu pars pas du mauvais versant de la montagne, quoi. Ouais. Et tu viens de me faire penser à un point qui est vachement intéressant sur le côté la construction de projets, les apprentissages. Je pense qu'il y a un vrai truc à propos des apprentissages que tu dois vivre, où tu as beau le dire à des personnes, tu as beau faire plein de choses, en fait, il faut qu'ils le vivent forcément. Mais ce qu'ils ne se rendent pas compte, eux, euh, c'est qu'ils vont en avoir des choses à apprendre comme ça, dans le sens où, tu sais, des fois tu parles à des gens, tu dis, ah, j'ai cette idée, tu sais, c'est l'inverse du prototype de la personne de tout à l'heure qu'on parlait, il n'est pas bien, mais il n'ose pas changer. T'en as qui sont prêts à changer, prêts à tout faire pour lancer leur projet, ils sont sûrs de leur idée. Et quand tu les vois, tu sais qu'ils n'ont jamais rien entrepris, tu vois. Enfin, il n'y a pas de... Toutes les apprentissages, ils ne les ont pas testés. Et souvent, à eux, je leur dis, tu sais, ton projet, il a l'air bien, mais est-ce que toi, tu t'es prêt au fond de toi, en fait? Est-ce que tu as déjà commencé à vivre des trucs? Tu as fait des side projects, tu as fait d'autres choses? Le mec dit non, mais je sais comment le faire marcher. Oui, la théorie. Mais Ouais. ça serait bien que tu t'entraînes avant avec des projets que tu t'en fous. Si vraiment celui-là, il te tient à cœur, parce que ça va te faire très mal si tu le chies. Ouais. Mais ça, c'est un vrai sujet parce que justement, il y a plein de gens qui osent pas se lancer parce que justement, ils sont amoureux de leur idée, tu vois. Et en fait, Mm. s'ils se lancent, ben, ils risqueraient de faire mal à leur idée, tu vois, entre guillemets, Ouais, tu vois, à casser leur idée. Et il y en a beaucoup qui sont pas prêts et c'est pour ça qu'ils vont retarder le lancement. Ils vont retarder parce qu'ils vont faire
plein d'étapes qu'on leur a dit de faire et qui permettaient de s'assurer que le projet allait marcher, comme un business plan, comme une étude de Ouais. marché, comme plein d'étapes pour s'assurer que tout va bien, comme des concours, enfin bref, tu vois, plein de Les choses, hackathons. voilà, etc. Qui d'ailleurs vont passer toutes ces étapes. Hein. Tu vois, tu peux très bien gagner des hackathons sur des idées qui ne trouveront pas un client. Et il y a il Ouais, y a plein d'idées qui ça j'en gagnent. connais plein. Non, mais c'est vrai, il y a plein d'idées qui gagnent des hackathons, des concours, des fonds, etc. Mais parce que les critères sont pas les mêmes, parce que c'est pas Ouais. une confrontation au marché, parce que tu vois, il y a plein de raisons qui font que, tu vois, et du coup, bah, si tu es amoureux de ton idée et que tu te dis c'est le projet de ma vie, bah, effectivement, tu vas prendre plus de temps à te lancer et tu vas faire un peu comme ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire rester longtemps sur un projet et de se dire, bah non, je vais juste améliorer ça et peut-être que cette fois ça marchera, je vais ajouter telle fonctionnalité, etc. Je pense que j'ai un vrai problème avec ça. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est que j'ai un côté très très forceur, donc je vais forcer à mort. Tu vois, le projet de LinkedIn, je t'en avais parlé quand on a fait le podcast ensemble, où je continue à forcer, même si ça a échoué, rééchoué, rééchoué. Mais à chaque fois, je change, tu vois, et je suis prêt à tout jeter. Donc ça, Ouais, c'est un des trucs qui est important, je pense. C'est qu'il faut être prêt à ouais, tout il faut. repartir à zéro. Est-ce qu'on parlerait pas un petit peu de ce que tu fais maintenant sur 10 000 heures, les tests que tu as fait sur Gumroad, je pense, c'est vachement intéressant. Ouais, bah écoute, en fait, j'ai lancé d'abord le podcast il y a maintenant un an, et ensuite j'ai construit des choses autour du podcast. Euh, C'est-à-dire que au début, j'ai construit j'ai fait lancer le podcast parce que j'avais lancé un side project qui était une formation en ligne sur l'automatisation, et je voulais lancer d'autres formations sur tout ce qui est digital, automatisation, no-code, etc. Et je me suis dit, bah tiens, je vais aller faire un podcast sur les créateurs de side project qui utilisent un peu tout ça et que potentiellement ça pourrait me ramener du trafic pour ces formations-là. Sauf que entre-temps, ma réflexion a évolué, les choses ont évolué et, et, 10 000 et j'ai créé, enfin, on a créé avec Marine 10 000 heures qui est devenu finalement le média des créateurs de side project, c'est-à-dire que c'était plus seulement un podcast, c'est des articles, c'est un format vidéo qui s'appelle Side Story dans lequel on va mettre en avant des créateurs de side project, qui est un format plus court que le podcast. Et du coup, bah, c'est un nouveau projet. Euh, c'est un projet qui est différent parce que du coup maintenant c'est un média, c'est la première fois que je Ouais. lance un projet de ce type, même si un des mes premiers projets c'était un blog, mais tu vois cette histoire de checkpoint, j'étais pas allé aussi loin, tu vois. Là c'est la première fois que j'ai un blog par exemple où j'ai la majorité de mon trafic qui vient de Google par exemple, tu vois. Parce qu'il y a eu un travail qui a été fait sur la création d'un blog avec notamment Clémence qui était avec nous à ce moment-là sur ce projet-là et qui nous a aidés sur ce sujet. Mais tu vois, c'est un truc où on structure un peu des choses autour de ça. Donc là, pour l'instant, on en est sur le média des créateurs de side project. Ok, ouais. Euh, et du coup, sur ce média-là, tu as créé le podcast qui est un des projets, tu as fait d'autres side projects dessus. C'est quoi un peu comment tu expérimentes dans ce bac à sable-là et c'est quoi ton process un petit peu pour créer des projets, c'est quoi? Bah en fait, 10 000 heures, du coup, comme c'est un média, eh ben, je l'utilise pour documenter mes side projects. Tu vois. C'est-à-dire que, par exemple, on a une chaîne YouTube et j'utilise cette chaîne YouTube déjà pour publier les podcasts, mais aussi pour partager des expérimentations. Là, une Ok, des expérimentations qu'on a fait, c'était Gumroad, justement, où on vendait des templates Notion parce qu'on a fait un épisode de podcast où on nous parlait des produits digitaux qui se vendaient sur des plateformes comme Gumroad. Et du coup, on a testé. On s'est dit, est-ce qu'on peut vendre des choses sur Gumroad? Si oui, quoi? On est parti sur des templates Notion qu'on a créés, on a fait des vidéos, on a interviewé des gens pour savoir si si c'était intéressant de faire ça, quelles fonctionnalités ils voudraient dans ce template Notion, etc. On a fait un Product Hunt, qui était mon premier lancement sur Product Hunt. Donc Product Hunt, pour ceux qui ne savent pas, c'est une plateforme dans laquelle il y a tous les jours de nouveaux produits ça va nous permettre d'avoir de la visibilité, entre autres. Et,
Et du coup, bah, tu vois, c'est une bonne excuse pour faire ce genre de choses. Et c'était vachement intéressant, tu vois. Premier lancement sur Producton, euh, une expérimentation sur une plateforme qu'on connaît pas, dont on parle beaucoup, qui est Gumroad. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on vient de faire, on a fait un petit volume, mais on a fait 400 € avec des templates Gumroad qu'on a fait il y a 6 mois. Donc en vrai, c'est cool, quoi. Tu vois, c'est quelque chose qu'on documente Carrément. et qu'on teste pour les gens, en fait. Ok, ouais, c'est trop cool. C'est vachement bien le côté documentation, c'est un des trucs que j'essaie de faire progresser aussi sur mon Ouais. côté du podcast et ça aide beaucoup de gens en fait. Ça rend bien ça. Bah ouais, parce que tu vois, nous, on a expérimenté Gumroad et on a fait 400 €. Mais en fait, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont regardé la vidéo ou qui regardent le blog et qui peuvent faire des milliers d'euros. Parce qu'en Mm. fait, ils ont une idée que nous, on n'a pas. Ils ont un besoin, ils ont cerné un problème ou quelque chose que Plus nous, on n'a dur pas encore. cerné. Ouais, et en fait, je pense qu'ils peuvent faire beaucoup d'argent. Et moi, mon rôle, c'est juste de le faire une fois, de montrer que ça existe pour que des gens se lancent et le fassent, tu vois. Mm. Tu vois, c'est pareil avec le podcast. Je fais un podcast, bah, demain, j'écrirai un article sur comment faire un podcast, bah, parce que je l'ai fait. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui dépasseront le nombre d'écoutes que j'ai eu, moi, dans mon podcast, tu vois. Ouais, Et c'est le carrément. but. Oui, oui, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. C'est un des trucs, tu sais, dans le mentorat, souvent on met pas assez en avant. Tu sais, des fois, on veut des gens qui sont ultra successful et qui viennent te donner des conseils, mais des fois, eux, ils sont très nuls à donner des conseils parce qu'ils sont ultra bons à être des entrepreneurs. Mais par contre, tu as des gens comme nous qui sont pas forcément des monstres d'entrepreneurs qui font des millions, mais par contre, à donner des bons conseils aux gens, à les comprendre, etc., on va être vachement bon. Et ça, tu vois, j'avais bien aimé, moi, j'avais fait un peu de coaching autour du podcast et c'était vachement cool et ça a aidé encore plus les gens et c'était encore plus dans cette dynamique. Je sais pas si tu as essayé ça, le coaching? Bah, ça, c'est un truc qui me frustre de fou. Justement, en ce moment, j'ai mis un post sur LinkedIn pour dire que je cherchais un nouveau side project. Et donc, je Ouais. cherchais des gens qui ont des idées. Et j'ai rencontré plein de gens. Et des gens qui étaient super bien avancés, tu vois, c'était même plus un side project, c'était une start-up et des gens qui avançaient super bien. Et il y avait quelques profils avec qui j'échangeais et je me rends compte que je leur apportais beaucoup de conseils, d'expériences, etc. Et ils étaient mais vraiment super enthousiastes, tu vois, à l'idée d'avoir échangé, d'avoir pu leur donner, avoir un regard extérieur. Hein. C'est pas forcément la réponse à toutes les solutions, mais un Ouais. regard extérieur. Et à la fin, je raccroche, je me dis, mais en vrai, tu vois, j'ai aidé cette personne-là. Mais maintenant, il faudrait que je m'aide moi-même, tu vois, et que j'arrive à faire tel projet, etc. Et l'emmener là où j'ai donné des pistes à cette personne, il faudrait que j'arrive aussi à faire ce genre de choses. Mais en fait, je pense que c'est ce que tu viens de dire dans le mentorat, tu vois, il y a aussi ce côté regard extérieur, ce côté avoir essayé et avoir été jusqu'à certains points. Et en fait, il y a plein de gens qui n'ont pas été à ce point-là. Et du coup, en fait, c'est toute cette expérience que tu peux apporter. Parce qu'en vrai, il y a aussi le côté où, même si tu rencontres quelqu'un de successful, euh, aujourd'hui, en fait, il va être super important à t'aider sur toutes les étapes qui sont beaucoup plus avancées. Tu vois, moi, si Ouais. demain je rencontre quelqu'un qui est successful, je vais pas lui demander des conseils sur ma landing page. Tu vois. Non, mais c'est vrai. Oui. Je vais lui demander vraiment des choses beaucoup plus avancées sur comment on en arrive à 50 salariés, je sais pas, comment on gère une levée de fonds, comment, etc., etc. Tu vois, ce genre de choses. Donc effectivement, je pense que le mentorat, ça permet de rencontrer différents niveaux, différents profils. D'accord. Ouais. Donc c'est un des trucs que tu aimerais potentiellement faire? Tu sais pas encore. Si ça répond à un besoin, oui, tu vois. Si ça Oui. répond à un besoin et si les gens ont conscience que ça peut aider, enfin, ou on pense que ça peut aider, ouais. Tu vois, sur 10 000 heures, parmi les choses que j'ai envie de faire, c'est de continuer à documenter, que ce soit sur YouTube, que ce soit les fois où je fais aussi des live Twitch sur la chaîne de No Code France. Etc. Et essayer de documenter modestement ce que je fais, euh, déjà dans un premier temps, tu vois. Après, est-ce que on peut
nous aussi, comme on l'a déjà fait, créer des formations, etc. C'est un autre sujet, mais pourquoi pas? Tu vois, pour monétiser 10 000 heures, il y a plein de possibilités. Mm. Il y a plein de possibilités. J'invite nos auditeurs, hein, si vous vous sentez dans une position où vous avez besoin de quelqu'un qui vous accompagne et que Amine semble la bonne personne pour vous, ben, envoyez-lui un message, dites-lui je veux qu'on fasse ça. Et il trouvera une Bah, offre, une manière de faire. bah ouais, mais ouais. Et du coup, ça m'aidera à savoir quel est le meilleur format. Est-ce que Exactement. c'est un live? Est-ce que c'est un one-to-one? Est-ce que c'est un cours en ligne enregistré, tu vois? T'as plein Mm. de manières d'aider des personnes. Est-ce que c'est une newsletter payante? Je sais pas, tu vois? Il y a plein de manières de réfléchir à ça. Et l'autre manière qu'on veut explorer, c'est notamment le sponsoring. Yes. Ça, c'est un sujet, et je pense que toi aussi, du coup. Mais tu vois, j'aimerais bien arriver en 2022 à sponsoriser un format ou enfin, que ce soit le podcast, la vidéo, un article. Tu vois, donc ça, c'est un gros chantier de 2022. Ouais, je te comprends tellement, mais j'ai l'impression que pour le moment, c'est toujours un doux rêve. Après, on a des pistes là, on va voir, mais ça reste. Le marché du podcast, on est un peu arrivé early. Donc peut-être quand il sera mature, on va avoir des sponsorings de ouf. Mais pour le moment, ça se bat pas en duel, quoi. Ouais, C'est... ouais, c'est. Bah, tu vois, toi et moi, on regarde un peu ce qui se fait à l'étranger, et Ouais. notamment côté anglophone, et on voit qu'il y a des initiatives qui sont super cool, et j'ai l'impression que les gens arrivent même à un petit niveau, arrivent à monétiser, que ce soit des newsletters ou autres, avec des sponsors. Mais peut-être qu'effectivement, ouais, en France, c'est encore trop tôt, ou on comprend pas vraiment encore la valeur de la monétisation. Puis je pense qu'il y a aussi, il y a plein de choses qui manquent en valeur. Tu vois, le branding, il y a plein de gens qui ont pas conscience que si un podcast qui sort toutes les semaines parle de ta putain de boîte toutes les semaines en bien et qui est super content et que enfin, et que des gens qui écoutent ça toutes les semaines, enfin, ça te fait une culture d'entreprise de ouf. Et ça te fait une marque employeur. Tu vas employer plus facilement, tu vas trouver plus facilement des clients. Enfin, ça a un impact de ouf. Et ça, en fait, comme ça se mesure très peu, ben, les gens, en fait, ils sont là, ouais, on s'en fout. Alors qu'en vrai, que ta marque, elle soit présente, enfin, Nike, t'as vu combien de millions ils payent pour qu'on les voit sur les prime time, etc. Ils savent que c'est super important que ta marque, on la voit tout le temps et partout, parce que ça la rend plus facilement achetable, quoi. Donc, Ouais, ouais. Et je pense que ça viendra. Ça viendra, ils s'en rendront compte à un moment donné. on croise les doigts. C'est ça. Euh, Est-ce que tu compares un petit peu des choses actuelles sur lesquelles tu bosses, que tu aurais un petit peu en tête pour 2022? En 2022, je pense que je vais réduire le freelance, Yes. mais genre, je vais me contenter de faire ce que j'aime le mieux dans le freelance, c'est-à-dire les cours que je peux donner dans des organismes de formation ou dans des écoles. Euh, mais je pense que je vais voilà, réduire à ce stade-là le freelance et peut-être mettre plus d'énergie sur 10 000 heures et sur des side projects qui vont arriver ou que, enfin, voilà, on verra au cours de cette année. Je me laisse un peu cette liberté de me dire que il y a peut-être des projets sur lesquels je vais bosser en 2022 ou des sites que je vais sortir sur lesquels j'ai pas encore réfléchi forcément. Mais tu vois, j'aime bien avoir cette possibilité de me dire que c'est possible, quoi, tu vois. D'accord. Ouais. J'aimerais bien me relancer dans le SaaS, mais en no-code, tu vois. Ça, c'est un Ça sujet serait stylé, où, ouais. ouais, bah ouais, franchement, ouais. Tu vois, genre, il y a beaucoup cette tendance aussi du micro SaaS, tu vois, à te faire un truc qui prend une fonctionnalité mais qui le fait super bien. J'ai déjà codé un SaaS, je sais faire du no-code, donc j'ai envie de mixer les deux et de faire un SaaS en no-code, tu vois. Mais encore faut-il trouver un problème dur à résoudre et un problème, une cible claire, identifiable sur lequel on peut explorer. D'accord, ouais. Gros challenge. Ok. Ouais, clairement, clairement un gros challenge. T'as déjà des pistes ou pas du tout?
J'échange avec des gens en ce moment. Mhm. Et en fait, j'ai fait un post sur LinkedIn où justement, je dis, bah voilà, j'ai un profil technique, notamment en code et no-code en grosse. Et bah, pitchez-moi votre idée. Et en fait, c'est super intéressant parce que tu vois, il y a eu une époque où tu vois, les profils techniques étaient sursollicités, tu vois, où tout le Mhm. monde cherchait un profil technique, etc. Là, ça l'est encore un petit peu, ça l'est quand même, tu vois. Et donc, c'est vachement intéressant d'avoir ce type de retour, d'avoir ce type de projet. Tu devrais tenter, tu verras, ça se trouve, il y a des idées intéressantes qui viendront à toi. Euh, mais c'est vachement intéressant, tu vois. J'échange avec des gens qui ont des idées, on échange avec eux. Je ferai jamais, enfin, pour certains, même si je trouve leur idée géniale, je le ferai jamais moi-même, parce qu'en fait, l'intérêt c'est de les faire avec eux parce qu'ils ont cette expertise, qu'ils Ouais. ont bien identifié le problème et en fait, l'idée c'est pas juste de trouver des idées justement et de les faire, c'est de trouver des personnes qui vont pouvoir s'attaquer à ce problème-là et moi arriver avec le côté technique par exemple, tu vois. Ouais. Donc là, j'ai encore pas mal de réponses à donner et d'échanges à faire pour peut-être trouver quelque chose. Et sinon, bah, je me remettrai à sortir mes idées du placard et à voir ce qui est intéressant ou en tout cas trouver, essayer de chercher des problèmes à résoudre. D'accord, oui. Ok. C'est un bon pattern. C'est vrai qu'il faudrait que plus de gens. Enfin, il suffit de mettre tes compétences en avant et dire que tu veux faire un projet. Je sais que j'avais eu le mec de cofondateur, je sais plus, Clément, je crois, de cofondateur.fr, qui est un peu une plateforme qui t'aide à trouver des gens. Donc, les gens viennent parler de leur idée. Ils disent je cherche quelqu'un plutôt technique ou plutôt marketing. Mais c'est cool de pouvoir faire ça aussi toi-même Mm. et de rencontrer des gens. Moi, je sais que j'ai un peu fait l'inverse de toi, c'est-à-dire que j'ai essayé de me cacher un peu parce qu'il y avait trop de gens qui me contactaient avec des idées. J'ai une super idée, je cherche un cofondateur. Ouais, oui Jean-Michel, mais le truc c'est que est-ce que ton idée, t'as vraiment des potentiels clients? Est-ce que Mm. tu la sors pas de chez toi? Enfin, moi je sais que j'ai été pas mal, j'ai reçu énormément de messages même de trucs pas qualifiés du tout. Où en fait j'ai une idée, je vais être riche demain, tu fais l'application et puis t'inquiète. Ouais, ok. Mm. Et l'étude de marché, est-ce que tu as des preuves que ça va marcher? Est-ce que tu as des gens qui attendent dans une Ouais. email, liste? Non, pas besoin. Mais Ok. c'est ça que j'essaie de filtrer justement. Et j'essaie en fait, si tu veux, si je fais un projet comme ça, c'est pas un projet que j'ai envie de développer pendant 3 ans pour avoir un client au bout de 3 ans, par exemple, tu vois. Ouais, C'est quelque chose où tu es expert de ton. Ce que je cherche, c'est quelqu'un qui est expert de son sujet, ou en tout cas expert de la problématique parce qu'il travaille dedans, etc., etc., tu vois. Et du coup, qui est sûr que. Enfin, qui a bien cerné le problème, on va dire. Tu vois. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, bah, il faut filtrer tous les gens qui ont une idée et qui l'ont jamais testé, qui n'en ont jamais parlé à personne et qui en fait se disent juste ah bah tiens il y a quelqu'un il veut s'associer, ça me coûtera rien, tu vois. Et au pire ouais, il développera l'idée et ça fera pas de client. Sauf que derrière c'est du temps investi, c'est de l'énergie, oui, c'est du carrément. temps que je pourrais vendre en freelance ou le mettre sur d'autres projets qui pourraient être plus rentables. Donc tu vois, il faut cerner, il faut essayer de trouver un peu, de valider un peu tout ça, quoi. Ok. Ouais. Un des trucs que j'avais noté, mais je sais qu'on l'a abordé vite fait, c'était le label Side Project. Est-ce que tu veux me parler un petit peu de cette idée? Ah, sur la monétisation. Non, non, c'était vraiment d'avoir de créer un label pour les boîtes, que Ouais, les boîtes puissent être labellisées Side Project. ouais, bah écoute, Friendly, peut-être ça va te... ouais, c'est un vrai sujet parce que effectivement, tu as des gens qui ont des idées de projets, qui ont des projets et qui n'osent pas forcément se lancer parce qu'ils sont salariés. Et en fait, je sais que ça frustre beaucoup de gens. Donc effectivement, il y a une idée qui pourrait être finalement de créer une espèce de charte, tu vois, avec une espèce de règle ou une espèce Ouais, c'est ça, hein, tu vois, c'est une espèce de règles qu'on pourrait mettre en place ou en tout cas de valeurs qu'on pourrait identifier
et qui permettrait à des entreprises de s'identifier en étant side project friendly ou pas, tu vois. Et c'est-à-dire que c'est des boîtes qui accepteraient ou même qui encourageraient leurs salariés à lancer des projets parallèles. Ça pourrait être soit en mettant en place du télétravail, ce qui permet d'économiser du temps sur le trajet et de pouvoir bosser sur son side project. Ça permettrait de pouvoir en parler une fois par mois, de faire des réunions par exemple, et d'avoir un petit moment d'échange avec différents profils, tu vois. Et je pense que il y a plein de gens qui se sentiraient à l'aise de pouvoir rejoindre ce type de boîte. Ça pourrait être un argument pour moi. Sérieusement, je préférais ça qu'un baby-foot, par exemple. Clairement. Tu vois. Donc en vrai, tu vois, c'est des choses à mettre en avant. Et il y a des boîtes, je sais qu'il y a des boîtes qui encouragent les side projects. Et tu vois, je discute avec plein de gens sur LinkedIn qui me disent merci pour ce que tu fais, c'est cool et tout. Et quand je leur dis bah ouais, et alors ton side project, c'est quoi? Quand est-ce que tu le sors? Et on me dit bah non, je peux pas. J'ai mon employeur sur LinkedIn. Je peux même pas en faire un post LinkedIn, tu vois. C'est dommage. What the fuck, oui. Tu vois, et parce que on a peur d'être identifié comme quelqu'un qui est sur le départ, par exemple, tu vois. Alors que pas du tout. Ouais, Il y a plein de salariés qui restent longtemps dans leur boîte, qui voudront jamais se lancer à plein temps sur leur side project. C'est vraiment, comme je le disais au début, une activité en plus, quoi. c'est ça. En parlant de ça, tu viens de me faire penser, j'ai vu pas mal de projets sortir en mode, tu sais, leaderboard, tu payes et t'es en haut du leaderboard, quoi. Et du coup, il y a des entreprises qui font ça pour avoir une marque employeur, enfin pas une marque employeur, mais être visible. La visibilité, c'est vraiment un truc pour les entreprises. Et du coup, tu pourrais faire peut-être un genre de leaderboard où les entreprises peuvent s'inscrire. Donc plutôt, c'est les RH que tu vas intéresser. Donc il faudrait que tu interviewes des RH pour voir si, vu qu'elles offrent aux salariés la possibilité d'avoir des side projects, qu'elles s'inscrivent sur ton site. Donc du coup, c'est toi qui vas valider les critères. Et du coup, tu pourrais les faire s'inscrire sur le site. Et le leaderboard, ça serait dire en gros, euh, plus il y a d'employés qui ont des side projects dans l'entreprise, plus ils sont hauts dans le leaderboard, tu vois. Et du coup, ça Ouais. pourrait, les entreprises, du coup, elles pousseraient leurs employés à venir sur ton site et à venir s'inscrire pour dire oui, j'ai fait un side project et je suis employé de cette boîte. Comme ça, tu valides avec, tu vois, un peu le trust pilote des side projects. Et à côté de ça, du coup, tu peux avoir par exemple un job board pour ces entreprises, tu leur proposes et du coup, tu peux financer un petit peu ce site-là en faisant ça. Mais Ouais, c'est carrément, une idée qui est partie de très très loin, mais interview des RH et vois si ça pourrait les intéresser. ouais. Au début, je pensais que tu parlais exclusivement du job board, mais en fait, non, cette idée de dashboard où tu verrais le Mm. pourcentage d'employés qu'on a side project Ouais, c'est pourrait être ça. vraiment très intéressante. Et bah, carrément, à tester. Là, je raccroche et je creuse le sujet. Et ça fait combien de temps que vous faites ça tous les deux, 10 000 heures? Ça fait 1 an, à peu près. Ça fait à peu près 1 an. Un peu plus, mais ça fait à peu près 1 an. Putain, oui, j'allais dire, moi j'ai l'impression que ça fait 3 ans, j'ai l'impression que tu as toujours été là depuis que je fais le podcast. Non, le podcast... Attends. Ouais, non, en vrai, ouais, ça fait à peu près 1 an, parce que le podcast a 1 an, tu vois. Et Ouais. 10 000 heures est venu un peu après, donc ça fait à peu près 1 an, ouais. Est-ce qu'il y a un dernier sujet que tu voulais qu'on aborde peut-être avant d'aller vers la fin de ce podcast? Bah écoute, moi, le petit sujet, c'est vraiment le conseil que j'aurais voulu avoir Ouais, quand j'ai commencé un peu cette aventure, parler de side project, etc. Euh, je pense que le side project, c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, ça peut commencer par être un hobby, ça peut être une excuse pour découvrir des sujets, explorer des choses. je Mais pense en qu'il faut vrai, il n'y a même que que ça soit des... ça au début. Bah oui, carrément. Ouais. Carrément. Parce que tu vois, quand tu le fais comme ça, tu n'abordes pas la chose de la même manière. Et dans tous les cas, ça te donnera que des choses positives. Dans le sens où, soit ça te fait découvrir un nouveau réseau, ou de rencontrer des nouvelles personnes, échanger avec des gens. Regarde, aujourd'hui, ce side project, il fait qu'on échange aujourd'hui, que j'ai échangé Mm. avec une vingtaine de personnes que j'aurais jamais rencontrées si j'avais pas cette excuse du podcast, cette excuse d'aller rencontrer des gens, etc. Tu vois, et pareil, quand j'avais un SaaS, démarcher des gens, c'est des excuses pour... Enfin, tu vois, c'est pareil, tu rencontres des gens
et peut-être tu les revois sur une autre occasion plus tard. Donc vraiment, en gros, lancez-vous, hein. C'est vraiment le conseil qu'on entend à chaque fois dans tous les épisodes, etc. Mais vraiment, faites en sorte que ça soit un hobby, une aventure. Et dans tous les cas, ça sera bénéfique. Il y en a qui, après un side project, lanceront une boîte parce qu'ils en ont envie. Il y en a d'autres, ils en profiteront pour rebondir professionnellement. J'y vois que des avantages entre eux. Oui. Puis je pense qu'il est très bon de rappeler que les side projects sont très très bénéfiques, parfois à ta propre boîte. Très bon exemple chez nos amis de Google avec Gmail qui était un side project, AdSense qui est la plus grosse régie publicitaire qui existe dans le monde maintenant, qui était un side project d'un employé de Google parce que eux ils avaient une politique pour les side projects et du coup c'est clairement très très bien de lancer des side projects, ça peut vous aider. Moi j'ai eu l'expérience où des trucs que j'ai fait dans mes side projects ont aidé les entreprises où j'étais. Parce que techniquement j'avais appris des choses, ou même dans le business, parce que j'avais essayé de lancer des business en side, j'avais appris des choses qui nous ont aidés à exécuter, donc c'est que des bénéfices. Ouais, D'ailleurs, on pourrait profiter de ce podcast pour lancer un challenge à ceux qui nous écoutent. Et le challenge, c'est de lancer votre side project dans les 3 prochains mois. Donc voilà, à partir de maintenant, à partir du moment où vous avez écouté cet épisode, vous avez 3 mois pour vous lancer. Vous pouvez vous mettre une petite alerte dans votre agenda et m'envoyer tout ça pour qu'on puisse voir un peu les résultats et les différents side projects qui émergeront à partir de cet épisode. Hâte de voir ça. Grave, trop cool. Eh ben, merci pour ton temps, c'était vraiment cool d'en apprendre plus sur toi dans ton propre podcast. Merci à toi pour t'être prêté au jeu. C'était vachement cool. On a fait les 2 épisodes, donc vous pourrez aller écouter en fonction de la date de sortie, soit sur Indie Makers, du coup le podcast. Et très content d'avoir pu échanger avec toi, Martin. Merci, et je te laisse appuyer sur le gros bouton final. Salut. À très vite, ciao. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Toutes les informations et les liens évoqués durant notre échange sont disponibles sur le site du podcast. Vous y trouverez également le Samedi Club, la communauté des créateurs de Side Project dans laquelle vous pourrez échanger avec d'autres créateurs. Que vous soyez au stade de la recherche d'idées ou que vous monétisez déjà votre Side Project, rejoignez-nous sur samedi.club.